J'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celle que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours, nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez, mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos et pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Alors c'est une phrase de Georges Pompidou, alors seulement Premier ministre, prononcée en 1966. Arrêtez d'emmerder les Français, il y a trop de lois dans ce pays, on en crève, laissez-les vivre et vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Alors phrase qu'il a adressée à un tout jeune collaborateur de Matignon qui venait lui présenter un parapheur rempli de décrets et ce jeune collaborateur répondait au nom de Jacques Chirac. Voilà, alors aujourd'hui les Français n'ont jamais été autant embêtés, pour rester courtois, les prix explose, la surveillance s'accrue, l'insécurité augmente et des Français de tous bords semblent nostalgiques d'une France d'avant. On pouvait fumer dans sa voiture sans ceinture et sans restriction de vitesse. Alors pourquoi l'État nous infantilise-t-il et en même temps pourquoi l'État n'assure plus ses fonctions régaliennes? Pour en parler ce matin, nous sommes notamment avec Rémi Carlu. Bonjour Rémi Carlu. Bonjour, merci pour l'invitation. Mais je vous en prie, vous êtes rédacteur en chef adjoint à L'Incorrect. Je rappelle la dernière une de L'Incorrect, Prophète et Paria. Nous serons en table ronde, notamment avec Arthur de Vartigran et Renaud Camus pour en parler demain. Puis nous sommes avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis Poulain. Bonjour. Vous êtes journaliste à Sud Radio, cofondateur du site Le Monde Moderne et puis vous êtes chroniqueur chez nous le mercredi. Alors Alexis Poulain, je voulais commencer par vous. Notamment, il y a un indice en France qui en dit long, c'est le prix, figurez-vous, du prix de paquets de cigarettes et l'interdiction de fumer. Parce que cette interdiction, elle va être étendue maintenant aux plages, aux parcs, aux abords des lieux publics. Et le prix du paquet de cigarettes va passer de 12 € en 2025 à 13 € en 2026, qui est une explosion notamment du prix depuis 40 ans. Et que pensez-vous de cette mesure? Est-ce que ça participe à ce sentiment que l'État embête, toujours pour rester courtois, les Français aujourd'hui? Oui, alors, et c'est toujours pour leur bien, hein, c'est ça qui est formidable, c'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance aux Français pour se prendre en main, donc il faut contraindre. Et la cigarette, c'est emblématique, ça fait des années que le prix du paquet augmente systématiquement, que les interdictions se multiplient. On connaît bien sûr les dangers de la cigarette pour la santé, tout le monde connaît, y compris les fumeurs, les dangers de la cigarette pour la santé, mais il faut aller plus loin et toujours interdire, contraindre pour rendre l'acte de fumer quasiment illicite. C'est toujours la même chose, c'est ce nudge, cette ingénierie sociale qui pousse les gens à avoir des actions, des actes qu'ils ne feraient pas si on ne les forçait pas. Et la meilleure moyen de les forcer, c'est l'interdiction, la coercition, l'amende, le QR code. Enfin, on a vu tout ça, ça continue évidemment, et c'est quelque chose d'assez terrible parce que il me paraît clair que c'est le pli pris maintenant par les différents politiques pour faire de la gestion sociale. Systématiquement, ce sera via le nudge, systématiquement, ce sera pour pousser à des comportements non déviants, puisque fumer sera un comportement déviant, sans doute, d'ici quelques années, et avoir une société harmonieuse à la chinoise, puisque ça, c'est le but aussi de Xi Jinping, la société harmonieuse. Donc, on est un peu là-dedans, et c'est vrai que quand on a vécu les années clope sans ceinture, clope partout, etc., voir ce monde arriver de l'hyperprotection, de l'hyper-maternisation, de l'hyper-sécurisation, de l'hyper-santé, alors qu'en réalité, non, c'est quelque chose d'inquiétant parce que c'est, encore une fois, le libre arbitre, la liberté qui va être sacrifiée au profit de la santé et de la sécurité. Justement, alors Rémi Carlu là-dessus, sur cette société harmonieuse, puis justement aussi sur ce qu'est ce symbole du paquet de cigarettes qui augmente, et puis cette restriction de plus en plus, voilà, bientôt ce sera interdit de fumer, quoi. Oui, moi je crois que de toute façon sur cette question de la cigarette, il y a un cynisme absolu, c'est-à-dire qu'on habille la mariée d'une question de santé publique, ce qui pourrait se comprendre, alors qu'en fait c'est simplement pour lever de l'impôt et avoir des rentrées fiscales, puisque de l'impôt, de la taxe, avoir des rentrées fiscales plus importantes. Parce qu'on a un État qui est évidemment complètement déficitaire, avec plus de 3 000 milliards de dettes. Et donc là, on a un outil, un levier, si vous voulez, assez facile pour l'État
d'avoir des rentrées d'argent pour financer un fonctionnement qui est effectivement complètement obèse. Après, sur le fond du tabac, moi, ma religion n'est pas faite, à vrai dire. Je crois que si nos politiques assumaient une politique de santé publique, ils tenteraient de faire comme ce qu'ils sont en train de faire les Anglais, je ne sais pas si vous avez suivi ça, qui eux sont carrément en train d'interdire l'achat pour les personnes de moins de 13 ans, je crois. Que ça, enfin, bon. Alors là, qu'on soit pour ou contre, si vous voulez, là, au moins c'est clairement une politique de santé publique, alors qu'en France, effectivement, on augmente le prix pour avoir, à mon avis, davantage d'argent et effectivement financer des activités de l'État qui sont de plus en plus obèses, qui sont devenues complètement délirantes. On n'a plus un budget à l'équilibre depuis très très longtemps. En France, parce que l'État, alors ça c'est une longue et très vieille histoire française, mais qui est de pire en pire et de plus en plus dangereuse et de plus en plus menaçante, effectivement. L'État est de plus en plus omnipotent, de plus en plus présent dans la vie des Français au quotidien, dans chacune des décisions. Et je pense qu'au fond, si on regardait et si on inspectait à travers un œil, une lunette légale, chacun de nos actes au quotidien, en fait, on se rendrait compte qu'on serait peut-être tous plus ou moins... on aurait tous des agissements illégaux au quotidien, parce qu'en fait, c'est devenu complètement délirant. Et ça rejoint la citation que vous mentionnez au début de l'entretien, c'est que il y a tellement de lois, tellement de directives, tellement de décrets, tellement de tout ça, si vous voulez, que les Français ne sont plus au courant de la loi commune. Et là, on est face à une entrave terrible du fonctionnement, si ce n'est démocratique, du moins citoyen, puisqu'on ne peut plus connaître la loi tellement elle est devenue obèse. Et d'ailleurs, même les spécialistes de la loi, visiblement, ne la connaissent pas, puisque vous avez suivi Dupond-Moretti, qui visiblement, ministre de la Justice, mais ne savait pas qu'il y avait prise illégale d'intérêt. Donc on a un niveau, effectivement, d'obésité qui est terrifiante. Alors, Alexis Poulain, vous avez parlé notamment de la santé. Tout le monde sait, évidemment, que la cigarette, c'est mauvais pour la santé. Alors, est-ce que, justement, on n'utilise pas tout le temps ce pathos, ce côté protecteur ou alors est-ce que véritablement l'État s'en fiche, comme a dit Rémi Carmu, de la santé des gens et ne pense finalement qu'à les taxer, trouver une occasion finalement de les taxer encore plus? Oui, clairement. Enfin, il y a une hypocrisie totale sur la santé. Si on prend par exemple l'alcool, il y a eu la loi E20 qui a ensuite été plus ou moins contournée. On voit le lobby des vignerons qui fait tout pour que justement il n'y ait pas de soucis vis-à-vis de l'alcool. Alors il y a quelques petites mentions sur la bouteille, contient des sulfites, attention femme enceinte, etc. Mais on n'a pas l'étiquette sur la bouteille de vin avec le foie cirrhosé ou les choses comme ça, comme on a sur les paquets de cigarettes. Donc, il y a une hypocrisie, puisqu'il y a des produits qui, s'ils sont trop consommés, et encore une fois, l'alcool n'est pas un produit dangereux si vous le consommez avec modération, sont traités comme tels. La cigarette, en revanche, oui, ça a été clairement une vache à lait. Pendant des années, c'était une manière de taxer, ou du moins de récupérer beaucoup d'argent de la part des Français, qui n'étaient pas incités du tout à arrêter de fumer. Et puis, voyant finalement le coût pour la société, on s'est dit, il fallait peut-être faire quelque chose. Mais c'est là où l'hypocrisie est, c'est-à-dire que certains produits vont être jugés dangereux et vont être interdits, ou pas interdits, attention, vont être rendus compliqués à la consommation, mais en revanche, vous avez le même gouvernement qui va re-signer pour 10 ans de glyphosate, alors que le glyphosate a été jugé comme cancérigène par une cour américaine il y a de ça quelques semaines. Donc on est dans un plein délire technocratique et hypocrite. Et un deux poids, deux mesures. On va revenir évidemment là-dessus, sur ce deux poids, deux mesures. Je rappelle, on est avec Rémi Carlu, Alexis Poulain pour cette table ronde. Il est 8h, c'est l'heure du bulletin d'actualité de Liselotte Dutreuil, puis après je reviens vers vous. Ligne droite. De la table ronde. Oui. Non. La table ronde. Alors on a parlé de la hausse du prix du paquet de cigarettes, l'interdiction de fumer dans plusieurs lieux publics, et puis il y a cette taxe, ces taxes qui sont de plus en plus grandes. Rémi Carlu, la taxe aujourd'hui, c'est un sentiment, vous comprenez, le sentiment de punition des Français, c'est-à-dire qu'ils prennent ces taxes littéralement pour des punitions et pour de l'infantilisation, c'est-à-dire que plus ils veulent vivre normalement, plus on les taxe, et ça devient insupportable. Je comprends effectivement qu'il y a une crispation, parce que ce qui est la part de l'impôt et de la taxe, normalement dans un revenu, ça doit être une part minime, qui peut être tout de même importante si vous voulez, mais qui est légitimée par un fonctionnement efficace de l'État. Primo sur ces matières régaliennes, évidemment, et puis depuis le développement plus récent, des questions, évidemment, en France de santé, d'éducation, etc. Donc, si vous voulez, quand on a un État qui fonctionne, si l'État fonctionnait à peu près sur ses fonctions fondamentales, je ne pense pas qu'il y aurait un tel sentiment de frustration
vis-à-vis de la taxe ou de l'impôt. Or, aujourd'hui, on arrivait à un paradoxe, c'est que la part de la taxation et de l'impôt est devenue vraiment énorme dans la part sur le revenu des Français, d'un côté, donc un État qui ponctionne de plus en plus d'argent aux Français, et qui, de l'autre côté, si vous voulez, si on fait le bilan passif-actif, est de moins en moins efficace. Sur le plan régalien, c'est évidemment une catastrophe. On voit bien que l'insécurité et l'ensauvagement flambent en France. Les taux d'homicidité s'envolent. J'ai noté rapidement, vous savez, c'est Alain Bauer qui a créé ce taux d'homicidité qui est passé de 2000 en 2010 par an à plus de 4500 aujourd'hui. Donc on a une flambée de la violence. Et puis ensuite, sans parler évidemment de l'hôpital public qui est géré de manière comptable et où les actes sont de moins en moins assurés. Dans beaucoup de territoires, il y a ces services publics effectivement qui se retirent. L'éducation, pareil, on n'en parle pas, avec des taux d'illettrisme de plus en plus grandissants au collège. Donc c'est vraiment je pense que moi ce qui choque, plus que la taxation en tant que telle, si vous voulez, auquel à mon avis les Français, que les Français peuvent trouver légitime parce qu'ils sont à mon avis attachés à leur service public, c'est plutôt cette contradiction béante entre un État de moins en moins efficace mais qui fonctionne de plus en plus. Justement, là-dessus, Alexis Poulain, donc c'est un sentiment à la fois de taxe, c'est-à-dire on est de plus en plus taxé, et en même temps, on se demande d'où va l'argent de l'État, parce que justement, par rapport à avant, les services il y a un service, notamment public, qui est de plus en plus tiers-mondialisé. Oui. Oui, c'est la vraie question. Où va l'argent? Puisque on n'a pas l'impression, malgré les annonces d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, disant qu'il n'y aurait pas de nouvelles taxes, qu'il essayait de baisser les taxes, etc. On voit bien qu'il y a pas du tout de sentiment de baisse d'imposition, sauf pour peut-être les 0,1% qui ont profité de la politique fiscale d'Emmanuel Macron. Pour le reste de la population, c'est quasiment invisible, que ce soit la redevance télé, la taxe d'habitation, etc. C'est pas des choses qui se sont vues, vu l'inflation, etc. Et puis, de l'autre côté, effectivement, des services publics qui sont dans des situations catastrophiques. On a des ministres de la Santé qui se succèdent et qui passent leur temps à dire qu'ils vont réouvrir des lits après en avoir fermé. Donc, c'est vraiment les shadocks. Pour l'école, c'est pareil. On a du mal, le ministère de l'Éducation a du mal à recruter des professeurs. Et puis, de l'autre côté, on dit qu'on va quand même fermer des classes parce que la démographie étant telle que, finalement, pour faire des économies, ça sert à rien de recruter plus. Et toujours plus d'impôts, finalement. Enfin, pas plus, mais toujours le sentiment qu'on paye beaucoup et que, au final, on a peu, avec la question bien sûr de la politique sociale française, le poids bien sûr de cette politique, la retraite. Et pourtant, Emmanuel Macron a fait la réforme de la retraite, mais visiblement pas la bonne réforme. Et puis les aides sociales qui permettent d'éviter que la France ne sombre dans davantage de précarité, parce que c'est un pays quand même avec plus de 10 millions d'habitants sous le seuil de pauvreté, avec une smicardisation de la société aussi. On voit que le SMIC devient finalement le salaire de référence, et ça, c'était pas ce qui était voulu quand le salaire limité a été mis en place, mais c'est ce qui arrive. Et donc des Français qui, travaillant, n'arrivent pas à finir le mois. C'était le cas des Gilets jaunes, qui alertaient déjà sur ce problème en 2018. C'est devenu flagrant et encore plus difficile aujourd'hui, en étant travailleur, de finir correctement le mois, ou de se loger correctement, ou même de manger correctement. Il y a une faillite quand même du modèle, avec une réponse inappropriée de la part du gouvernement. Donc justement, il y a cet État qui taxe de plus en plus les cigarettes, qui taxe tout, et qui à la fois ne répond plus à ces... Enfin, qui propose un service public de plus en plus tiers-mondialisé. On va parler aussi notamment de l'insécurité qui est aussi, mais il y a aussi cette restriction de la liberté d'expression, parce qu'on explique que l'État, notamment, nous restreint nos libertés par la taxation, mais aussi par la liberté d'expression, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on dit souvent, c'était, avant, on ne peut plus rien dire, on pouvait plus dire de choses avant, notamment il y a de nombreux sketchs dont on peut plus parler, qui ne pourrait plus être fait aujourd'hui. Et notamment, il y a une perte de la liberté d'expression en France, Rémi Carlu, depuis Pompidou, c'est-à-dire qu'on essaye de nous emmerder aussi là-dessus, quoi. Oui, après là, je pense que le mouvement est peut-être pas aussi direct, et je pense qu'aujourd'hui, par exemple, pour les idées de droite qui sont les miennes, si vous voulez, il y a une forme de réouverture, si vous voulez. Moi, quand je parle à mes aînés au sein de la rédaction de La Correcte, ils m'expliquent toujours que j'ai une chance inouïe d'être arrivé aujourd'hui sur le marché du travail pour défendre ces idées, parce que dans les années 90-2000, c'était beaucoup plus compliqué. Il existait très peu de revues de droite, ces revues étaient très peu représentées dans les médias, donc là, le mouvement est peut-être plus dialectique. Après, là, si vous voulez, je pense que sur ces questions-là, c'est pas tant l'État qui est à pointer du doigt que l'air ambiant, que le politiquement correct. C'est-à-dire
cet espace de ce qui est acceptable et dissible dans le débat public, et qui en fait est défini alors par personne dans un bureau si vous voulez, mais c'est le débat public et notamment les élites culturelles, intellectuelles, qui, alors on sait aujourd'hui par les termes d'extrême droite, de fascisme, etc., qui définissent ce qui peut être dit, ce qui ne peut pas être dit, ce qui est un dérapage, ce qui n'est pas un dérapage, et qui fait effectivement qu'il y a des idées qui sont plus difficiles à défendre que d'autres. Après, encore une fois, aujourd'hui, je pense que ça s'est un petit peu réouvert sur les questions politiques, alors qu'effectivement, sur d'autres questions, et c'est là où je suis d'accord avec vous, soit la question de la place des hommes ou des blagues dans des sketchs pour se moquer de telle ou telle personne, on verrait bien qu'aujourd'hui, avec le logiciel beau qui est en train de s'infiltrer partout, on ne peut plus se moquer de personne, puisqu'en fait c'est le signe d'une discrimination systématique du système, et que donc à partir de là c'est un scandale qu'il faut dénoncer, etc. D'où l'absence d'humour chez une partie de ces gens. Alors justement, Alexis Poulain, donc Rémi Carlu en a parlé, il y a eu une explosion notamment des journaux de droite, notamment la chaîne CNews qui permet aussi de parler plus librement qu'avant, et en même temps sur YouTube, vous nous en avez fait les frais, je crois, nous aussi à Ligne Droite, on a été victime véritablement de censure, notamment pour des propos, notamment sur la crise sanitaire. Il y a une restriction de la liberté d'expression aujourd'hui qui s'allie aussi avec les nouvelles technologies. Oui, clairement. Enfin, on l'a vu pendant l'épisode Covid, comment les différentes plateformes de réseaux sociaux travaillaient main dans main avec les pouvoirs publics pour censurer la parole, notamment des blessés par les 10 vaccins, ou des morts même, pour limiter cette parole, pour qu'il y ait une adhésion à la vaccination de masse. Ça, c'est un scandale sanitaire qui s'ajoute à un scandale social de contrôle et de censure. La censure a pris des façons même pas déguisée, mais on va dire ouverte. En réalité, quand on a un commissaire européen comme Thierry Breton, dont le principal objet est la censure d'une plateforme comme X d'Elon Musk, on a un problème. Pourquoi, pour défendre nos valeurs, la censure ferait partie de nos valeurs, alors que nous sommes dans des démocraties libérales où la liberté d'expression est censée être un des piliers. Je rappelle la loi de 1881 sur la presse, c'est qu'on est puni a posteriori si on dit quelque chose de contraire à la loi, pas a priori avec un algorithme qui vous censure ou qui vous shadowban pour limiter la visibilité de vos propos. Donc on a vraiment un monde mondialiste, comme on peut l'appeler, avec derrière tout ce qui va avec, le woke, les GAFA, les big companies, les world companies qui voudraient donc un monde très lissé, sans humour ou avec très peu, et un humain global qui n'existe pas, puisque l'humain il est quand même lié à son biotope, à son pays, à plein d'expériences et sa culture qui font qu'il sera très différent. Mais il y a cette culture-là qui voudrait devenir une culture dominante, avec en plus le crédit social qui s'installe petit à petit, avec l'habitude du QR code, avec l'habitude de la monnaie numérique, avec l'habitude aussi de la censure. Finalement, les gens intériorisent la censure et savent qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire sur des plateaux télé. On ne peut pas parler de Frexit, par exemple, sur un plateau télé. On ne peut pas dire certaines choses sur le conflit en Ukraine. Pareillement maintenant avec Gaza. Et donc, on voit bien que la liberté d'expression est totalement réduite, qu'elle est intégrée par de nombreux acteurs du champ pourtant de la parole publique, et que derrière, des politiques, des pouvoirs publics mettent en place des politiques de censure qui s'appellent politique de modération des discours de haine sur les réseaux sociaux. Bon, c'est de la novlangue, mais tout le monde sait très bien ce que ça veut dire. C'est de la censure, et nous vivons dans un moment où propagande et censure ont remplacé pour beaucoup l'information et l'information libre. Alors justement, vous voulez répondre là-dessus, Rémi Carlu ? Non, juste un point sur les réseaux sociaux. En fait, il faut effectivement penser la chose de manière dynamique. C'est que les réseaux sociaux, à un moment donné, si vous voulez, au moment de leur émergence, ont été un moyen de court-circuiter le politiquement correct qui était diffusé par les grands médias mainstream, que ce soit la télévision ou les grands journaux. Donc ça a été un moyen politiquement pour beaucoup de faire valoir un autre discours. Ça a été une vraie sphère de contre-information, si vous voulez, et donc qui a permis à beaucoup d'idées d'être de plus en plus visibles, et qui ensuite a eu d'ailleurs un retour sur la sphère plus mainstream avec la création de certaines revues, de certaines chaînes télé, etc. Et donc je pense qu'aujourd'hui les élites du politiquement correct, disons, essayent de mettre la main, essayent d'essayer de canasser, de verrouiller ce qui peut s'y exprimer, sans dire que tout ce qui s'y exprime d'ailleurs est toujours très bon, si vous voulez.
c'est pas le sujet. Mmh. Mais on voit bien qu'il y a une volonté de capter, de contrôler, ce qui a permis, si vous voulez, l'émergence et l'expression de discours contradictoires à ce qui était dit dans la sphère publique. Alors justement, Alexis Poulain, vous en avez parlé. On a parlé de la hausse du prix des cigarettes, la taxation, manque de liberté d'expression, et puis il manque aussi de liberté, ne serait-ce que de se déplacer, parce que vous en avez parlé, enfin vous l'avez dit tout à l'heure, il y a notamment ce retour du QR code pour entrer dans Paris, et les piétons ne pourront pas circuler librement dans certaines zones de la capitale et en Île-de-France cet été, sauf s'ils s'inscrivent donc sur une plateforme dédiée. C'est ce qu'a annoncé le préfet de police de Paris. Donc avant, on embêtait les Français avec des lois, et maintenant, on les embête même sur se déplacer, où est-ce qu'ils pourront aller, où est-ce qu'ils ne pourront pas aller. Pourquoi l'État essaye de connaître les faits et gestes des citoyens aujourd'hui? Pour la sécurité, comme d'habitude. Là, on parle des zones SILT, c'est des zones donc pour limiter le risque terroriste, et on fait tomber dans ces zones-là la liberté de circulation, en disant que c'est pour la sécurité des gens. Donc systématiquement, quand on rogne ces libertés pour soi-disant plus de sécurité, attention, il y a un loup. C'est pas juste pour la sécurité. Là, il est question même si vous allez chez un ami qui vit dans ces zones et qui veut vous inviter pour prendre l'apéritif ou quoi que ce soit, eh bien, il devra vous déclarer avec des pièces d'identité sur la plateforme pour que vous ayez un QR code pour que vous puissiez rentrer chez lui. Alors c'est à certaines heures en fonction des épreuves dans certains quartiers de la capitale, mais quand même tout est dit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les autorités ont ce logiciel, cette vision du monde dans la tête, tout est possible. Et on a vu les excès bien sûr en Chine avec le Covid, ces immeubles confinés, ces camps de confinement. Enfin, l'idée de restreindre la circulation, c'est pas quelque chose qui est chez nous, qui est naturel. Et c'est en train de devenir naturel, imposé par une pensée globale, les cabinets de conseil, le fait de dire que finalement c'est pratique, c'est la sécurité, mais bon, c'est dingue. On peut pas clairement s'habituer à ce monde-là ou même l'accepter. C'est inacceptable en réalité, même pour la sécurité. On peut pas dire que ça va garantir une quelconque sécurité, ça va juste faire en sorte que les restaurants dans ces zones vont mettre la clé sous la porte un peu plus rapidement et vont pas profiter de l'effet d'aubaine des JO. C'est juste ça. Et il y a cette volonté systématique de restreindre les libertés, toutes les libertés, y compris la liberté de circulation. Et ça, c'est quelque chose d'incompréhensible, surtout quand on voit par ailleurs la politique européenne de Schengen, de frontières ouvertes, etc. Donc c'est encore une hypocrisie supplémentaire où on voudrait nous faire croire qu'il y a des libertés alors qu'en fait elles sont sous surveillance et extrêmement limitées et contrôlées. Rémi Carlu, justement, sur ce QR code, sur ce déplacement des personnes pendant les JO, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est encore l'État qui essaye de connaître nos faits et gestes, c'est un problème. C'est un problème, oui. Je trouve que la liberté d'aller et venir de ce qui est presque l'une des dernières gratuités, si vous voulez, juste la possibilité de pouvoir se balader où l'on veut, quand on veut dans notre pays. D'autant que Alexis Poulain le pointait du doigt, c'est la grande contradiction. On parle toujours de la grande liberté majusculaire, révolutionnaire, puis effectivement, on nous parle de Schengen, etc. Or, alors que la liberté la concrète, réelle, pour parler comme un maurassien, est complètement entravée. Bon. Donc c'est effectivement une question sécuritaire. Moi, je ne pense pas que ce soit l'État qui, si vous voulez, prenne plaisir pour le coup à accumuler des données sur nos faits et gestes, comme ça peut être le cas pour l'État communiste. Je pense que là, c'est une question sécuritaire. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, on n'est pas en capacité d'organiser ces JO, ou plutôt, on n'est pas en état de le faire, parce qu'on est face à une menace sécuritaire en France qui est latente. Aujourd'hui, on connaît le contexte international avec ce qui se passe entre Israël et Gaza. On a importé depuis des années des centaines ou des milliers de potentiels terroristes, si vous voulez, et on va devenir le centre du monde, le cœur battant du monde pendant un mois, où tous les yeux vont être rivés vers nous, avec des tonnes de touristes qui vont déverser dans nos rues. Et comment dire, ce qui incarne le mieux ça, c'est effectivement cette cérémonie d'ouverture qui est sur le papier délirante. Alors évidemment, l'idée est très belle, mais dans l'état actuel, ça paraît complètement démesuré. Et je voyais hier que le numéro 2 de la région Île-de-France expliquait qu'il allait falloir commencer à travailler sur un plan B. Parce que c'est effectivement, sur le plan sécuritaire, c'est un défi, mais qui, à mon avis, me paraît trop. Et donc, effectivement, après, on en arrive au recours à ce genre de mesures. Si vous voulez, il faut bien comprendre l'époque dans laquelle on est dans la sécurisation de l'enfer. Donc, on a une insécurité qui monte, qui est globale, et ce que trouvent nos politiques à faire, c'est toujours plus de forces de l'ordre, c'est toujours plus de caméras,
Parce qu'il y a toujours plus de dispositifs sécuritaires partout. Ce qu'on comprend à court terme, parce qu'effectivement, on n'a pas envie de se faire égorger dans la rue, comme on a hélas eu encore l'illustration ce week-end. Mais ça ne fait pas du tout système à long terme. Et à long terme, il va falloir sortir de cette boucle du toujours plus sécuritaire, de sécurisation de l'enfer, en sortant de cet enfer. Et donc en prenant les vraies mesures sur ces questions. Alexis Poulain, là-dessus. C'est d'autant plus terrible qu'en réalité, c'est une minorité qui impose derrière ces mesures de masse de surveillance. Quand on parle des djihadistes, on sait qui ils sont, on sait quand ils vont sortir de prison, ils vont être suivis par la DGSI. Comment sont-ils suivis? Quand on parle de suivi psychologique, il n'y en a pas. Donc, en fait, plutôt que de mettre des moyens dans des caméras de vidéosurveillance qui vont être vandalisées ou qui vont au mieux ne pas marcher ou quoi que ce soit, et dire qu'il faut toujours plus de contrôle de toute la population, non, il faut davantage de suivi et de contrôle d'une certaine catégorie de populations dangereuses qui sont aujourd'hui connues. C'est ça qui est dingue. Et c'est donc une politique du choix de l'insécurité pour justement imposer davantage ces mesures de contrôle et dire attention, vous êtes en insécurité, qu'est-ce qu'on va faire? Mais je suis désolé, quand vous avez le profil de ce terroriste de ce week-end proche de la Tour Eiffel, c'est un fiasco total du système. C'est-à-dire qu'il est connu, il sort de prison, il se radicalise en prison, il fait semblant bien sûr de s'être déradicalisé, et puis il se balade dans la rue, dans une rue touristique avec un marteau et un couteau. Et il arrive à tuer. Mais comment on en arrive là alors qu'il était fiché S suivi par la DGSI pour troubles psy, etc., etc. Donc c'est une volonté de ne pas mettre l'argent public, encore une fois, on en parlait, là où il faut, et de ne pas contrôler une minorité malfaisante, et donc d'imposer des règles pour tous qui n'ont pas, on n'a pas envie de vivre dans un état sécuritaire, je suis désolé, ni un état policier. Rémi Carlu. Oui, je suis d'accord, et il faut aussi sortir de la société ouverte. Si vous voulez, je renvoie nos auditeurs un texte qui s'appelle Le discours sur la dictature de Donoso Cortés, qui est un philosophe catholique du 19e siècle, qui a une théorie qui s'appelle la théorie des deux thermomètres, et qui explique qu'en gros, pour réguler l'exercice de la liberté, il n'existe que deux thermomètres, le thermomètre religieux et moral, qui est intérieur et propre à chacun, et le thermomètre régalien, celui de l'État. Et donc lui expliquait en plein 19e siècle, qui est l'époque de la sortie de la religion, de la sortie de la morale, de la sortie de la distinction et du bien, il explique que nécessairement, si ce thermomètre diminue pour réguler la liberté, c'est le thermomètre régalien qui va augmenter en face. Et aujourd'hui, on est vraiment face à ça. On est une époque qui est effectivement complètement sécularisée, mais qui n'a plus aucun discours moral, qui ne fait plus jamais de distinction du bien et du mal. Et donc, effectivement, nécessairement, encore une fois, l'État et le régalien va devoir intervenir de plus en plus. Et si vous voulez, cette mécanique est logique. Ce qu'il faut bien faire comprendre, c'est que c'est la société ouverte, c'est la société de la liberté moderne, faites ce que vous voulez, vous pouvez aller partout, il n'y a plus de nation, il n'y a plus d'unité morale. Il n'y a plus de sens commun partagé sur ce qu'est le bien, si vous voulez, qui conduit nécessairement à un État qui intervient de plus en plus. Et moi, je crois que la solution à ça, quand je disais sortir de cet enfer sécurisé, mais qui ne l'est pas en plus, si vous voulez, c'est de refaire une unité morale, ne plus l'ouvrir au cas de vent, et surtout par l'éducation, par la morale, par la religion, etc. Retrouver un socle commun, un sens, une dynamique, mais qui fait que on puisse ensuite effectivement faire confiance, que ce soit aux individus, mais aussi à tous les corps intermédiaires qui seraient de nouveau responsabilisés, mais où on sortirait effectivement de ce face-à-face dramatique, si vous voulez, entre l'individu global qui vit dans le village global, qui est censé pouvoir partir où il veut, quand il veut, et qui fait qu'on se retrouve avec des individus sur notre sol qui ne partagent pas du tout notre culture. Et avec cet État, effectivement, qui donc est obligé nécessairement de s'ingérer partout. Alors vous rehaussez le débat, Rémi Carlu, merci, notamment en parlant de ça, c'est-à-dire que c'est une espèce de paradoxe, c'est de se dire que plus l'État est libéral, et finalement plus l'État aussi du pouvoir, et plus l'État surveille. Ce que vous disiez, Rémi Carlu, par exemple, c'est donc aujourd'hui il n'y a plus de famille, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de morale, donc l'État finalement a tous les droits, Alexis Poulain. Oui, l'État finalement devient cet État maternant, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de règles, de normes, et ça, je pense qu'on le doit aussi à l'Union européenne et à l'avènement d'une technostructure totalement folle et laissée en dehors de tout cadre. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on parle très peu finalement en ce moment des manifestations d'agriculteurs sur les médias mainstream, qui sont très fâchés contre l'Union européenne. On l'a vu aux Pays-Bas également. Donc des normes. L'État qui sert à ça, derrière ces normes, l'idée qu'elles sont bonnes pour vous, pour votre santé et pour le futur, avec bien sûr l'idée de sauver le climat. On a
vu la COP28 à Dubaï, l'hypocrisie est au-delà de l'hypocrisie, puisque ce sont quand même des producteurs de pétrole mondiaux qui disent ce serait bien si on se passe. Non, il faut pas quand même se passer du pétrole, on va faire comme on peut, mais soyez gentils, emmerdez les gens avec leurs voitures tant que vous pouvez, parce que ce serait bien qu'ils aient des voitures électriques à la place. Bon, très bien, mais si c'est ça pour sauver le climat, c'est foutu, hein, et je pense que la planète se débrouillera sans ces mesures qui vont être des mesures de coercition de plus en plus terribles et sévères. Avec des mesures de privation, hein. L'idée de sobriété quand même, qui est devenu un terme qui, comme ça, fait son éclosion dans le champ et dans le lexique politique, c'est pas rien quand même. Parler de sobriété, la fin après, de l'abondance. l'idée quand même, c'est pas une question d'abondance, c'est que c'est quoi le progressisme si cher à Emmanuel Macron? C'est quand même de dire qu'on est dans une certaine logique de progrès où on va vers un certain mieux-être pour toutes les populations. Là, on vous parle de sobriété, c'est-à-dire on vous parle de privation, pour ne pas dire de pauvreté subie, enfin de sobriété subie, etc., en disant que c'est super pour vous parce que oui, vous étiez un peu trop consommateur, vous étiez un peu trop riche. Donc il y a un mouvement quand même mondial de paupérisation, de tiers-mondisation, d'autrefois les empires coloniaux, hein, les pays européens qui sont en train de se paupériser, et de l'autre côté, les pays des BRICS, hein, du Sud global, qui eux veulent consommer, veulent se développer, ont une démographie galopante et n'en ont rien à faire finalement, si ce n'est sur le papier, des accords de la COP, des gesticulations d'Ursula von der Leyen ou des inepties du World Economic Forum. Donc on est vraiment dans un monde qui est en train de prendre une bifurcation, et derrière, Emmanuel Macron est très fier de dire qu'il a un plan, il n'en a pas, hein, pour sortir et du pétrole et du gaz et de je sais pas quoi à horizon 2050-2060. Enfin, ces gens sont fous. Je vois pas d'autres explications. Rémi Carlu, vous voulez répondre là-dessus? Oui, je suis. En fait, ce qu'il faut aussi voir, ce qui explique cet interventionnisme de l'État partout et dans tous les domaines, c'est qu'on est aussi à une époque de conjonction de crise, comme il y en a, à mon avis, peut-être jamais eu dans l'histoire. Et là, c'est un certain discours qui était pas politiquement correct, qui disait depuis très longtemps, depuis 20 ans, attention, retour du tragique. Qu'est-ce que ça veut dire, retour du tragique? C'est le sortie de la, si vous voulez, de la parousie, du paradis terrestre, des lendemains qui chantent, des discours progressistes faciles, et c'est expliquer qu'il y a des tonnes de crises qui arrivent. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une conjonction dans tous les domaines, sur le plan économique, évidemment, et social. Ça s'est vu avec les Gilets jaunes, sur la question environnementale, sur la question sécuritaire, sur la question morale et anthropologique même, puisqu'en tant que civilisation, on ne sait plus ce qu'on est et on ne sait plus où ce qu'on va. Donc on est face à une époque de crise transversale qui touche presque à peu près tous les domaines de la vie humaine. Et donc dans ce genre de situation, si vous voulez, c'est pas illogique, si vous voulez, que l'État intervienne de plus en plus, mais le problème, c'est qu'il faudrait que les élites qui pilotent, si vous voulez, soient au niveau et la conscience de ce qui est en train de se passer. Or, visiblement, et d'après ce qui transparaît dans les discours publics, ce n'est pas du tout le cas, puisqu'on est plutôt face à une élite qui essaie de préserver l'ancien monde, comme disait l'autre, et de le sécuriser, alors qu'il y aurait sûrement des mesures radicales à prendre dans tout un tas de domaines. Si on prend simplement l'éducation, si vous voulez, moi j'aimerais qu'on ait plus de contraintes aujourd'hui dans la manière dont l'éducation est menée dans les écoles. Alors on voit bien que c'est la révolution pédago qui a fonctionné. Aujourd'hui, tout se vaut. On a un discours égalitaire qui est nivelé par le bas. Donc là, on voit bien que c'est un choc de contraintes, un choc de verticalité, si vous voulez, qui serait la solution. Et c'est l'éducation, notamment l'éducation nationale, qui fait l'éducation des enfants sur des sujets qui ne devraient pas concerner l'État. Alors moi, je suis content de cette table ronde parce que je vous ai invités aussi tous les deux, parce que vous venez on peut le dire quand même, de deux chapelles différentes, Alexis Poulain et Rémi Carlu. Et justement, Alexis Poulain, comment vous expliquez voilà, Rémi Carlu, plutôt l'incorrect, plutôt de droite, plutôt conservateur, plutôt, on va dire, un art de droite, on va aller très vite. Et puis vous, Alexis Poulain, c'est pas complètement votre tasse de thé. Et pourtant, vous vous retrouvez là-dessus, sur ces sujets, sur la critique de cet État libéral. Comment vous l'expliquez ? Parce qu'il y a à la fois dans ce qui se passe je pense une redistribution des cartes politiques. Il ne faut pas minimiser le débat entre d'un côté souverainisme et néonationalisme et mondialisme. C'est un débat fondamental. Et d'ailleurs, on a vu certains scientifiques du GIEC expliquer que la pensée nationaliste était une pensée anticlimatique. Attention, si on allait vers un monde où il y avait un repli national, où on refusait cette globalisation heureuse, alors on aurait encore plus de montée des températures. On a ce genre de délire quand même vendu par des scientifiques du GIEC. Non mais vous vous rendez compte. Donc ce débat-là,
il dépasse les frontières de la lecture marxiste ou non de la société. Moi, je reste sur une lecture marxiste ou néo-marxiste de la lutte des classes. Pour moi, ça reste évident qu'on a là une lutte des classes calquée en plus sur une lutte maintenant pour la survie. Alors, et derrière, des élites autoproclamées, qui fonctionnent avec une vision du monde qui ne s'adapte pas aux réalités. Enfin, je pense qu'on va voir échéance électorale après échéance électorale, des victoires du camp dit populiste, parce que le bon sens fait qu'à un moment, on ne peut plus continuer d'avoir des Justin Trudeau à la tête de grandes nations. Alors, ça s'appelle un suicide. Alors, et c'est pour ça qu'on se retrouve. Et puis la défense des libertés aussi. Ça, attention, je pense que la défense des libertés, c'est le dossier fondamental de ce siècle. Si on échoue sur la défense des libertés, alors l'humanité n'a plus grand-chose à espérer. Alors Rémi Kerlu, là-dessus, sur le fait que justement, voilà, vous êtes de deux chapelles différentes et pourtant vous vous retrouvez là-dessus sur cette défense de la liberté. Disons que la critique de la modernité libérale et de l'État libéral s'est toujours fait sur deux fronts. Si vous voulez, il y a une chapelle antilibérale de gauche et une chapelle antilibérale de droite de laquelle moi je suis. Donc effectivement, sur des critiques du système actuel, on peut effectivement se retrouver. Je veux dire, par exemple, vous citiez Marx. Marx a dit des choses très intéressantes sur la dynamique capitaliste. Et Arnaud Biojanin le citait aussi tout à l'heure. Absolument. Et que la droite, une certaine droite catholique sociale, par exemple, a fait sienne et a essayé d'intégrer dans ce logiciel pour apporter une réponse. Donc, je pense qu'effectivement, sur la critique de ce qui se passe aujourd'hui, il y a des points communs. Après, la question, c'est de savoir quelle réponse positive et quel modèle on sort de ces discussions. Alors, vous êtes d'accord là-dessus pour dire que l'État nous emmerde et qu'il faut qu'il arrête d'emmerder les Français. Merci à tous les deux. Merci Rémi Kerlu. Merci. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef adjoint à l'Incorrect. On le rappelle, la une aussi de Dernière Incorrect sur les parias. On fera une table ronde demain avec Renaud Camus et Arthur de Vatrigan pour en parler. Alexis Poulain, vous êtes journaliste sur Sud Radio, cofondateur du site Le Monde Moderne. Et on vous retrouve mercredi pour une chronique à 8h25. Merci à tous les deux.